Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de l'ANR consacré au programme d'appel à projet pluriannuel Sciences avec et pour la société. Je suis Valérie Fromentin, je suis la responsable du département Sciences humaines et sociales qui porte et opère ce programme d'appels à projet SAPS. Bonjour à tous, je suis Tristan Lescure, adjoint à la responsable de département et en charge de la mise en œuvre et du déploiement de ce programme Sciences avec et pour la société. Nous allons commencer ce webinaire par vous présenter un rapide bilan des appels qui ont déjà été lancés et finalisés sur la période 2021-2023. Nous annoncerons aussi les prochains appels à venir en 2024 et en 2025, mais nous souhaitons consacrer la plus grande partie de ce webinaire aux questions que vous voudrez bien nous poser via le chat et auxquelles nous essaierons de répondre le mieux possible une fois la présentation faite. Donc, je vais faire une présentation d'une petite vingtaine de minutes que nous n'interromprons pas par des questions et les questions viendront ensuite de manière tout à fait libre. Tristan Lescure les recueille dans le chat, les prend en note et les regroupe thématiquement afin qu'il n'y ait pas trop de répétition de ces questions. Donc, nous allons donc faire un petit bilan de ce programme qui dure déjà depuis plus de 2 ans et dont il faut rappeler qu'il est en fait une mission qui a été confiée à l'ANR dans le cadre de la loi de programmation de la recherche. Cette loi fait en effet une large place à une conception renouvelée des relations entre sciences, recherche et société. Et cette place repose sur le constat que nous faisons tous, et qui est un constat paradoxal, à savoir que nous avons un grand besoin de science pour répondre aux grands défis contemporains, et en même temps, nous assistons fréquemment à une mise en cause du discours scientifique. C'est pourquoi la LPR souhaite, par toute une série de dispositifs, dont celui-ci n'est qu'un exemple, redonner toute sa place à la science au sein du débat public, élaborer et partager une culture scientifique commune et faire participer le plus grand nombre à la recherche et au progrès de la connaissance. Et vous allez voir que ces 3 objectifs se déclinent précisément dans le programme SAPS de l'ANR. Alors, la méthode que nous avons suivie pour créer de toutes pièces ce programme pluriannuel a été de lancer en mars 2021 un appel à manifestation d'intérêt, afin de recueillir les besoins, les attentes de tous les acteurs académiques et non académiques qui sont engagés dans le dialogue science-société. Nous voulions aussi identifier les forces, les acteurs et partir du terrain pour effectivement créer ces différents appels. Alors nous sommes arrivés à créer une série d'appels à projets déclinés en 2 volets. Ces appels, nous avons souhaité dès le début qu'ils puissent être réplicables, qu'ils puissent devenir récurrents. Et donc, je vais vous les décrire dans les diapositives suivantes. Pour l'instant, la plupart d'entre eux en seront leur première édition, mais certains, vous allez le voir, ont déjà fait l'objet d'une 2e édition et ce sera évidemment le cas dans les années qui viennent. Alors, la division en 2 volets, elle est très simple, vous allez le voir. Le volet dit recherche-action sont des appels à projets thématiques, thématisés. Pourquoi recherche, pourquoi action? Parce qu'effectivement, ce sont des projets de recherche, mais dont on attend une application dans les 6 à 12 mois qui suivent la fin du projet. Généralement, il s'agit de répondre par des solutions concrètes à des questions le plus souvent d'ordre sociétal, qui implique souvent d'ailleurs, cette réponse impliquant très souvent des acteurs de la société civile à côté des chercheurs. Et puis un autre volet intitulé Mobilisation des chercheurs et chercheuses pour la CSTI, c'est la culture scientifique et technique et la médiation scientifique, que je décrirai un peu plus loin. L'objectif que la LPR a fixé à la ANR est d'atteindre progressivement 1%, de consacrer progressivement 1% de son budget d'intervention, bien sûr, à ces appels à projets. Et c'est un objectif auquel nous sommes
parvenus en 2023. Alors, le volet recherche-action, je vais passer très vite sur les différents types d'appels. Parce que vous avez compris là qu'on a une typologie d'appels qui ont déjà été lancés. Et le premier d'entre eux était un appel intitulé Médiation et communication scientifique qui, son nom ne l'indique peut-être pas suffisamment, en fait, était consacré, ciblait des projets de recherche sur la médiation et la communication scientifique et ne visait pas à financer des actions de médiation et de communication scientifique. Un autre grand type d'appel, ce sont les appels recherche participative. J'entrerai dans le détail un peu plus loin. Nous en avons déjà lancé 2 de ce type. Un troisième est est prévu en 2024. Autre catégorie d'appel, ce qui est appelé ambition innovante. Il s'agit d'un appel qui vise à financer des projets fortement interdisciplinaires et d'une interdisciplinarité, sinon de rupture, le mot est trop fort bien sûr, mais véritablement innovante, inattendue, faire sortir les chercheurs de leur zone de confort, même dans le cadre de l'interdisciplinarité. Nous avons tous de l'interdisciplinarité, là on attend que ces projets associent à Paris des chercheurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui sont de domaines scientifiques éloignés, et en s'adjoignant un ou plusieurs acteurs de la société civile, associations, fondations, collectifs de citoyens, etc. Donc c'est une sorte de mix entre un projet de recherche participative et un projet de recherche classique, mais fortement interdisciplinaire. Alors, les appels que j'ai décrits jusqu'à présent ont tous été lancés jusqu'à maintenant. Ceux qui s'affichent là, expertise scientifique en appui aux politiques publiques, c'est une nouveauté qui va être lancée en 2024, de même que solutions innovantes, qui lui sera lancée en 2025. Alors là, vous avez donc 6 appels types qui constituent en quelque sorte notre catalogue. Maintenant, s'agissant du volet mobilisation des chercheurs et chercheuses pour la CSTI, c'est tout autre chose, même si le but est toujours le même, bien sûr, à savoir en l'occurrence multiplier, développer davantage les actions de valorisation de la recherche, la médiation scientifique en direction de tous les publics. Et donc, c'est un dispositif qui n'est pas vraiment un appel à projet. Nous ciblons en fait des projets qui existent déjà, qui sont des projets lauréats de notre appel à projet générique. Alors, on a ciblé les projets des éditions 2018 à 2022, mais cela peut continuer évidemment au-delà. Et nous ciblons en fait un certain type de projets, les jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, les projets de recherche collaborative. Il y a d'autres instruments à la APG, mais nous avons retenu ces 2-là, qui sont d'ailleurs les instruments les plus représentés. Et nous proposons aux lauréats de ces éditions un financement complémentaire justement pour mener des actions de valorisation. Mais évidemment pas tout seul, mais avec des structures locales, régionales et nationales de CSTI. Et l'originalité de ce dispositif, c'est que nous n'envoyons pas en quelque sorte, nous n'adressons pas directement le financement aux chercheurs, projet par projet, mais nous adressons ces financements aux établissements et organismes gestionnaires de ces projets lauréats, afin qu'ils mutualisent ces sommes et organisent des actions de valorisation et de communication scientifique de plus grande ampleur et ayant une meilleure visibilité. C'est un dispositif, je tiens à préciser, qui se fait dans le même esprit et en complémentarité de la labellisation SAPS que fait le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de certains sites et établissements universitaires. Alors, voilà le bilan que je ne vais pas détailler des appels des 2 volets, vous aurez compris, aussi bien des appels thématiques que des appels mobilisation des chercheurs qui ont été jusqu'à présent lancés, finalisés. J'ai indiqué
voilà le nombre de projets déposés, le nombre de projets sélectionnés, la somme attribuée par projet. Vous voyez qu'elle est assez variable. Tout cela peut être résumé dans la slide suivante. Vous voyez en quelques chiffres parlant, semble-t-il, le bilan chiffré. Alors, ce qui est important, c'est le chiffre final, le total de 20,6 millions que nous avons consacré depuis entre 2021 et 2023 à l'ensemble de ces appels. Alors, je vais aller rapidement. Ce PowerPoint sera à votre disposition. Vous pourrez le regarder dans le détail si vous le souhaitez. Un court bilan de l'appel médiation et communication scientifique. 4 thèmes avaient été identifiés dans le cadre de cet appel. Je vais vous envoyer la liste là. Et ils ont suscité un dépôt un peu plus faible que ce que nous pensions avoir, mais c'était notre premier appel. 56 projets seulement, 15 ont été sélectionnés. Et vous avez dans les diapositives qui suivent, mais que je ne détaillerai pas, le détail des projets, c'est-à-dire, autrement dit, le titre, parfois un petit peu simplifié, de chacun des projets sélectionnés, thème par thème, distribués selon les 4 thèmes. Donc là, vous avez les thèmes 1 et 2, avec la liste des projets relevant de ces 2 thèmes, et même chose pour les thèmes 3 et 4. Ce sont des projets que nous avons déjà eu l'occasion, nous, de valoriser à l'ANR parce qu'ils sont en cours de réalisation et leurs porteurs ont de manière très sympathique et très généreuse accepté de participer par exemple au festival Et Maintenant, organisé par France Culture et Arte, et pour montrer justement ce qu'ils faisaient dans le cadre du programme SAPS et de ce premier appel SAPS. Donc, ça c'était un premier exemple. Le deuxième appel, les appels que nous voulons mettre aussi en exergue aujourd'hui, ce sont les appels recherche participative. Il y a eu un recherche participative 1 qui visait à soutenir des projets qui avaient déjà une existence et une vie antérieure, si je puis dire, c'est-à-dire les consortia qui les portaient étaient évidemment constitués d'acteurs académiques et d'acteurs non académiques, mais qui se connaissaient déjà, qui avaient déjà travaillé ensemble, voire qui avaient déjà été financés ensemble par d'autres bailleurs de fonds des recherches participatives. En tout cas, c'était des projets ayant atteint un certain niveau de maturité et pour lesquels l'aide de l'ANR arrive à un moment décisif de leur devenir, celui où justement les résultats doivent arriver, les résultats concrets sont attendus. Donc c'était ainsi que nous avions conçu cet appel et nous sommes fondés, comme pour l'autre appel de recherche participative qui a suivi, sur une conception de ce qu'est la recherche participative assez exigeante, puisque nous voulions des partenariats équilibrés entre acteurs de la société civile et chercheurs, un coportage, une co-conception, une co-construction, une co-réalisation, une coproduction des résultats, c'est-à-dire véritablement des partenariats équilibrés et surtout parfaitement intégrés, où scientifiques et partenaires de la société civile dialoguent véritablement entre eux. Alors, nous avons donc financé dans le cadre de ce premier appel 21 projets sur les 115 déposés. L'appel a eu énormément de succès. Je vous ai donné sur les 2 diapos qui suivent des exemples de projets sélectionnés. On va passer très vite, c'est à titre exemplaire. Vous avez le projet intitulé Coudrier, je passe vite, on y reviendra si vous le souhaitez, le projet Bora Bora. Pardon, je suis allée trop vite. Et c'est tout. On n'a donné que 2 exemples pour cet appel-là. Je passe ensuite
sur... j'ai adopté l'ordre chronologique, ce qui veut dire qu'entre recherche participative 1 et recherche participative 2, dont je vais parler, c'est intercalé l'appel Ambition innovante. Alors, dont j'ai dit tout à l'heure rapidement qu'il visait à soutenir des projets atypiques et originaux qui s'appuient sur des collaborations inusitées entre différents domaines de recherche. Ça, c'était vraiment le premier challenge. Et il y en a un autre à tenir en même temps, qui est d'associer également à ces scientifiques de domaines différents un ou plusieurs acteurs de la société civile dans une forme d'approche, de méthode de type participatif. Alors, il s'agit pour nous, vous le voyez bien, encore une fois, de rapprocher les scientifiques des non-scientifiques, d'autres types de professionnels, mais aussi d'ouvrir le champ des possibles plus largement, peut-être qu'on ne le fait dans le cadre de l'appel à projet générique, en matière d'interdisciplinarité, de transversalité, et aussi de permettre par là même le financement de propositions qui, en raison de leurs caractéristiques, ne trouveraient pas facilement ou forcément leur place dans les programmes réguliers de l'ANR. Alors, cela a été aussi, ça saute à chaque fois, un vrai succès. Comme vous le voyez avec les chiffres qui s'affichent, nous avons eu 105 projets déposés, en fait un peu plus, mais seulement 105 éligibles en réalité. 26 ont été sélectionnés pour financement et pour un budget total de 3,8 millions d'euros. Alors là aussi, quelques exemples. Un sur le stockage des grains, des denrées alimentaires, dans des conditions effectivement à la fois écologiques et qui garantissent la sécurité et la souveraineté alimentaire. Enfin, tout un tas de réflexions qui se basent sur des consortia riches et divers. Vous voyez, des archéologues, spécialistes des silos médiévaux souterrains. Évidemment, on tire parti de l'expérience des anciens, mais aussi évidemment des généticiens, des agronomes, des biochimistes, des meuniers, des boulangers, etc. Donc des consortia d'une grande richesse qui fonctionnent bien et qui donnent des résultats. Même chose avec cet autre appel, cet autre projet que nous avons financé, qui est plus déroutant, peut-être même surprenant, qui s'appelle F-Compost et qui propose de tester de manière en conditions réelles la réduction organique naturelle des corps, c'est-à-dire le compostage funéraire. C'est une pratique qui n'est pas autorisée en France, qui n'est pas développée, pour laquelle il existe une demande. Aux États-Unis, elle existe déjà depuis un certain temps, dans certains États en tout cas. Et le consortium qui porte cela est constitué par des archéologues spécialistes d'archéologie funéraire, donc qui connaissent bien le processus de décomposition des corps dans certains milieux. Dans différents milieux, dans différents environnements, et puis aussi, vous le voyez, un juriste, une juriste, des biologistes, pas seulement anthropologues, et aussi des professionnels du funéraire, et les agences sanitaires aussi ont contribué ou vont contribuer, parce que le projet vient d'être lancé, à ce projet. Voilà. Un dernier projet, un troisième exemple sur lequel je passe plus vite, mais qui n'est pas moins original, puisqu'il s'agit en fait d'utiliser des imprimantes 3D pour produire des aliments susceptibles d'être mieux acceptés par des personnes polyhandicapées qui sont accueillies en foyer d'accueil médicalisé. Alors, l'appel recherche participative 2 avait une différence principale, la principale différence avec le premier appel recherche participative 1, c'est qu'il visait des appels en émergence, dont les consortia n'existaient pas, ou en tout cas
s'étaient constitués très récemment, des projets qui n'avaient pas encore été financés, qui avaient besoin justement d'amorçage pour se constituer et se consolider. Nous avons toujours les mêmes règles, hein, un portage conjoint, une coconstruction, etc. 148 projets déposés, 30 ont été financés, et pour un total de 2,9 millions d'euros. Les sommes allouées à cet appel par projet étaient de 100 000 euros maximum, alors que pour le premier appel recherche participative, on avait 250 000 euros. Je termine avec non pas des exemples décrits sur lesquels on fait un focus de projets financés, mais sur la liste tout simplement des lauréats, qui tient en 2 pages. Les titres sont généralement parlants et on peut imaginer ce qui est attendu derrière. Voilà. Et pour finir, le prévisionnel 2024. Alors, pour 2024, les choses sont maintenant arrêtées. S'agissant de 2025, il y a encore une marge de discussion, d'aménagement. Enfin, en tout cas, 2024, nous allons lancer cette semaine l'appel mobilisation des chercheurs pour la CSTI qui concerne les projets lauréats de l'appel à projet générique 2021. Donc les établissements gestionnaires de ces appels vont recevoir une notification, la liste des projets concernés et les porteurs de ces projets eux-mêmes seront avertis. Nous attendons en fait que, comme pour les autres éditions, les établissements fassent remonter un document de cadrage dont on fournit la trame et dans lequel ils expliquent comment ils vont utiliser l'aide de l'ANR pour organiser des actions de valorisation, type médiation et communication scientifique, évidemment en s'appuyant sur des professionnels de la médiation et de la communication scientifique. Avril 2024, nous allons lancer recherche participative, enfin 3e édition, mais ce sera sur le modèle du recherche participative 1, c'est-à-dire nous ciblons des projets qui ont déjà une existence et que nous voulons conforter et donc nous attendons qu'ils produisent des résultats à l'issue du financement de l'ANR. Donc voilà, et un autre appel qui était prévu depuis le début, que nous appelons recherche sur l'expertise scientifique en appui aux politiques publiques, c'est un appel recherche sur la recherche qui vise à faire un bilan à travers donc, des projets financés de ce qu'est actuellement l'expertise scientifique en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc la dimension comparatiste peut être importante dans certains projets. Enfin, en tout cas, on attend aussi cette dimension-là. Et vous voyez bien que c'est un sujet d'actualité, c'est aussi un sujet de société important. Les chercheurs jouent souvent le rôle d'experts. Et il y a des débats en France et à l'étranger sur ce qu'est ce que sont ces nouvelles missions, enfin qui existent depuis longtemps, mais qui sont de plus en plus sollicitées. Donc, nous allons très prochainement publier le texte de cet appel. Et ce sera tout pour 2024. Pour 2025, vous voyez sans doute un autre appel recherche participative et l'appel solutions innovantes. Alors, que j'ai décrit tout à l'heure comme des solutions innovantes dans le domaine du numérique, des outils numériques, il est probable que nous ne limiterons pas cet appel à ce périmètre-là et que la définition sera peut-être un peu différente de ce qu'on avait prévu au départ. Donc, c'est en cours de réflexion. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et maintenant, Tristan et moi-même sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Alors, je vais peut-être commencer parce que Valérie, vous avez répondu déjà à, on va dire, une partie de quelques questions qui ont été déjà adressées dans le chat, notamment à savoir la date de début d'ouverture de l'appel CSTI concernant la mobilisation des chercheurs sur l'appel à projet générique 2021.
Nous sortirons fin de semaine, je me permets de répondre, fin de semaine, voire début de semaine prochaine, et la date de clôture, donc à laquelle nous attendons la réception de ces documents de cadrage, est attendue pour le 25 avril prochain. Donc ça, c'était l'une des premières questions qui intéressait pas mal de collègues sur le chat. La seconde question sera peut-être d'ordre un peu plus, on va dire, générique sur le concept de médiation, et j'en englobe deux en une finalement, et on est interrogé sur finalement le volet, beaucoup ce volet médiation, mais comment on pourrait finalement le développer, à savoir quel cadre pourrait-on intégrer des dispositifs de recherche portant sur la formation à la médiation. Et en plus de ça, on nous a également interrogé sur la possibilité pour des chercheurs qui ne sont pas lauréats d'AAPG, comment pourraient-ils finalement faire valoir intégrer les principes, enfin, tout au moins le développement de la médiation, ou rendre compte de leur recherche sur la médiation s'ils ne sont pas lauréats de l'AAPG. Alors, sur la deuxième question, les chercheurs qui ne sont pas lauréats de l'APG et qui voudraient, donc ils ne peuvent pas bénéficier de cet abondement supplémentaire. J'ai envie de dire, la labellisation SAPS d'un certain nombre de sites universitaires ou d'établissements, on est dans la troisième vague. Cette année, il va y avoir une nouvelle vague de lauréats, qui va rendre la couverture territoriale un peu plus dense encore. Donc, dans le cadre de cette labellisation, les établissements reçoivent du ministère, alors ça, c'est pas l'ANR n'y est absolument pour rien, mais reçoivent des fonds parfois très, très importants pour développer tout un programme justement tourné autour de la médiation et de la communication scientifique. Donc, si vous avez la chance d'appartenir à un établissement ou à un groupement d'établissements qui a obtenu ou pourra peut-être obtenir en 2024 cette labellisation, c'est sans doute la meilleure piste à explorer, puisque là, il y a des moyens, il y a aussi des, comment dirais-je, des professionnels de la médiation et de la communication qui sont à disposition, en fait, enfin, à disposition notamment. Tout dépend de la manière dont tout cela est piloté par l'établissement, mais en tout cas, les moyens donnés par le ministère servent à ça précisément, à embarquer tout le monde, à ce que tous les chercheurs puissent, s'ils le souhaitent, valoriser leur projet. Donc c'est la première chose à laquelle je pense. Si vous êtes candidat à l'ANR, dans le cadre d'un projet classique de l'appel à projet générique, on vous incite vivement aussi, dès le début, enfin dès la conception du projet de recherche, à demander dans votre budget des financements aussi pour la valorisation des résultats. Alors souvent, cela prend la forme de publications, parfois de publications de monographies, donc il y a un gros livre qui sort derrière, c'est une forme classique de valorisation, mais si vous voulez réaliser des expositions ou des choses même plus originales, l'ANR finance aussi, dans le cadre de ses appels en recherche, ce type enfin en tout cas autorise ce type de dépenses. Donc, c'est une bonne raison de plus de venir aussi candidater à l'ANR. Mais voilà. En complément, parce que c'est des questions qui se rajoutent, notamment sur le fait que est-ce qu'un établissement doit être absolument labellisé SAPS pour pouvoir répondre à la CSTI? La réponse est non. Il n'y a pas d'obligation, puisque ce sont tous les projets lauréats de la APG qui sont éligibles à pouvoir recevoir cet abondement. Donc, il suffit de vous rapprocher de votre tutelle. Je complète également ce point par le fait que finalement, cette mobilisation transite uniquement par vos tutelles, et que si vous êtes une CSTI, que vous nous écoutez à travers cette présentation, c'est à vous de vous rapprocher de l'établissement ou d'un établissement universitaire pour pouvoir finalement répondre ou accompagner la réponse à une lettre de cadrage que nous attendons pour le 25 avril prochain. C'est comme ça que vous, en tant qu'acteur finalement de la société civile, vous pouvez participer à ce second volet de notre stratégie Science avec et pour la société. J'ajouterais que ce que nous attendons dans les documents de cadrage, que les établissements doivent faire obligatoirement remonter à l'ANR pour approbation, pour expliquer donc la manière dont ils vont utiliser l'abondement de l'ANR
destinés à la valorisation des projets lauréats, par exemple, de 2021. Ce que nous attendons dans le document de cadrage, c'est qu'ils décrivent quelle est la politique, la stratégie de l'établissement en matière de CSTI, enfin, CSTI et dialogue sciences-société. Nous n'attendons pas seulement une liste d'actions ponctuelles, individuelles, etc., mais plutôt une véritable stratégie qui ne peut passer que par la collaboration avec des professionnels de la culture scientifique et technique, de la médiation et de la communication, soit que l'établissement les ait en interne, qu'il ait développé une cellule dédiée, soit que ces professionnels soient à l'extérieur de l'établissement. Et nous, ce que nous attendons, c'est que cet amendement permette la consolidation, voire l'émergence de partenariats forts et pérennes entre les établissements universitaires et ces professionnels, peut-être des opérateurs culturels, toutes sortes de structures dont c'est le métier. Donc vraiment, bien sûr, ça doit marcher dans les deux termes. On dit qu'il faut que les gens se rencontrent et travaillent ensemble. Donc voilà, pour nous c'est le plus important. Et quand je dis que le document de cadrage doit être approuvé par l'ANR, bien sûr, l'abondement dont je parle, il est donné aux établissements à une seule condition, c'est que précisément le document de cadrage fasse état d'un véritable programme de travail. Mais en dehors de ça, on ne réévalue pas les projets de recherche concernés, on ne porte pas un jugement sur ce qui est proposé. Nous voulons simplement nous assurer que quelque chose est prévu et que ce qui est prévu associe bien, encore une fois, les universitaires et les professionnels de la CSTI. Je réponds également à la question sur le fait qu'effectivement les slides et cette vidéo sera disponible évidemment sur le site de l'ANR, donc consultable par toutes et tous. Peut-être une question en dehors du volet mobilisation des chercheurs, sur le volet plus, on va dire, classique d'appel à projet. On a eu une question qui portait sur finalement comment intégrer des dispositifs de recherche portant sur la formation, la médiation. Est-ce que ça existe alors? Les dispositifs de recherche. Peut-être que c'est fait écho au premier appel. Sur le premier appel, j'essaie de revenir en arrière. Alors, le premier appel, je suis en train de... Là, je peux reculer ou là? Là. Merci. Je reviens sur le premier appel qui était effectivement... Celui-ci. Oui, celui-ci là. En fait, il était adressé effectivement à des chercheurs travaillant sur la médiation et la communication scientifique en tant qu'objet de recherche. Et vous voyez, par exemple, vous avez des études, des projets qui ont porté qui ont été des évaluations, en quelque sorte, des pratiques, en tout cas, de dispositifs de médiation et de communication existants. Donc, on était sur du méta, en quelque sorte, médiation et communication scientifique. Alors, nous savons qu'il y a des communautés, notamment en infocom, mais pas uniquement, en sociologie, dans toutes sortes de disciplines des sciences humaines et sociales, et pas uniquement d'ailleurs, qui travaillent sur ces questions-là en tant qu'objet de recherche. Donc, nous allons très probablement, alors peut-être pas en 2025, c'est encore à réfléchir, lancer un nouvel appel de ce type-là, mais encore une fois, qui vise plutôt à avoir une réflexion, en fait, sur, déjà, un panorama, un inventaire de ce qui se fait en termes de médiation et de communication, les problématiques qui se posent, elles sont nombreuses, aux médiateurs, mais encore une fois, c'est le regard des chercheurs qui est ici sollicité, puisque il y a des chercheurs qui travaillent sur ce domaine-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais nous n'allons pas lancer un appel, en tout cas, qui visera à financer des actions de médiation et de communication scientifique. Vous voyez bien que nous le faisons finalement
par d'autres dispositifs, notamment la mobilisation des chercheurs pour la CSTI. Donc, le besoin est comblé, selon nous. Nous avons une question sur finalement plutôt les appels à projets recherche participative ou ambition innovante, et notamment sur l'association des partenaires publics et des partenaires de la société civile. Et si on a déjà eu des retours d'évaluation sur le fait que souvent, les prestataires, enfin plutôt les collègues de la société civile, partie prenante au projet, sont souvent ensuite vus comme des prestataires de services. Alors, je peux peut-être répondre à cette question. C'est vrai que les 2 premiers appels à projets recherche participative, de toute évidence, nous demandions que le consortium, enfin que les consortia soient constitués à minima de 2 partenaires, à la fois d'un partenaire public, donc universitaire ou EPST, ou un partenaire de la société civile. Après, dans le montage de ce projet, nous indiquions, et nous l'indiquerons toujours, même dans les prochains, qu'il sera toujours possible pour nous, en tant qu'opérateurs, de pouvoir rendre bénéficiaire un acteur de la société civile, s'il le souhaite, à condition que celui-ci participe à hauteur de 15 000 €, puisque c'est le règlement financier qui nous l'impose. Après, il est vrai que souvent, mais je dois dire que ce n'est pas la majorité, souvent, il arrive que pour des conditions, enfin pour des raisons de fonctionnement et de facilitation au travail, il est plus facile qu'il y ait un seul bénéficiaire de l'aide, puis ensuite qui reverse aux partenaires de l'équipe, enfin de l'ensemble des parties prenantes au projet. Et donc il se peut effectivement que derrière, le partenaire de la société civile puisse exister en tant que prestataire de services. Encore une fois, ce n'est pas la majorité et ce n'est pas non plus l'esprit de ces appels recherche participative, quel qu'il soit le niveau de maturité du projet. Nous, l'intérêt, c'est vraiment de faire participer à un équilibre le partenaire académique, public, et le partenaire issu de la société civile, quelle que soit sa structure. Oui, autrement dit, pour le répéter, nous pouvons sans aucune difficulté contractualiser, c'est-à-dire conventionner sur le plan financier, aussi bien avec un laboratoire de recherche qu'avec une association ou une fondation. Et nous le faisons déjà, nous n'avons pas attendu ces appels pour le faire. Donc il n'y a aucune difficulté. Donc ce n'est pas l'ANR qui pousserait à transformer en quelque sorte le partenaire société civile en un, si j'ose dire, simple prestataire de service. Ce n'est pas du tout l'esprit, vous le voyez, enfin, nous l'avons écrit partout, hein, et c'est d'ailleurs ainsi que cela a été compris la plupart du temps. Mais effectivement, dans certains projets, on voit que le montage a abouti à cela. Alors, bon, si tout le monde y trouve son compte, c'est parfait. S'il y a des problèmes, et j'ai envie de dire, il faut peut-être essayer de les régler en amont, nous en parler aussi si vous avez des difficultés. Donc, je voudrais signaler quelque chose que nous avons constaté et qui nous ennuie un peu, c'est que, notamment, nous en sommes aperçus, enfin, nous avons été confrontés à ce problème pour l'appel recherche participative 2, à savoir qu'au moment justement de la contractualisation, c'est-à-dire au moment où voilà, nous décidons, la notification des sommes, etc., et qui reçoit quoi, et bien nous assistons à des demandes, on nous remonte des demandes, les porteurs nous demandent des modifications du consortium avant même que le projet ait été conventionné. Autrement dit, on avait par exemple une association A qui était censée être le partenaire du laboratoire B, et en réalité, on nous dit, mais non, mais l'association A, en fait, elle ne peut pas, ou elle ne peut pas, elle ne veut plus, et c'est l'association C qui va être le partenaire du laboratoire B. Ce qui nous posait un problème, tout d'abord, déontologique, tout simplement, parce que l'évaluation a été faite par le comité d'évaluation au vu d'un consortium qui était défini qui avait été défini d'une certaine façon. Changer le consortium, remplacer une association par une autre, ce n'est pas anodin. Et donc,
c'est une substitution qui vient après l'évaluation et qui ne fait pas l'objet, enfin, en tout cas, ne fait pas l'objet d'une révision par le comité d'évaluation justement du bien fondé de ce consortium. Donc nous nous interrogeons en interne pour savoir si, quand nous avons de telles demandes, nous n'avons pas demandé l'avis du comité d'évaluation pour être sûr que ce qui était prévu par le projet dans sa phase originale et originelle n'a pas été, pourra être mené par le nouveau consortium. Donc nous vous invitons quand même à ne peut-être pas aller dans ce sens et de vous assurer en amont que tous les partenaires qui sont impliqués dans le projet tel qu'il est déposé pour évaluation seront bien là aussi au moment de la réalisation. C'est très important. Enfin, il en va de la vie du projet lui-même. Voilà. Et ça pose des problèmes aussi à l'ANR, que nous risquons de trancher d'une manière qui ne sera pas forcément très agréable pour les porteurs de projets. Donc, on voudrait vraiment éviter cela à tout prix et on vous avertit sur cette difficulté. Peut-être une question un peu plus générale sur la possibilité est-ce qu'il y a des liens existants entre cette stratégie SAPS et les PEPR? Pas à notre connaissance. Pas à notre connaissance, oui. Non, en tout cas, les PEPR, j'avoue que vous nous posez une colle, mais enfin, en tout cas, nous n'avons pas. Il y a peut-être dans certains PEPR une stratégie SAPS, mais en tout cas, nous n'avons pas. Est-ce que les PEPR sont éligibles au SAPS comme les projets ne doivent pas être strictement identiques, de toute façon, ils doivent être nécessairement différents. Après, c'est pas parce que vous êtes scientifique, partie prenante au PEPR qu'il ne vous est pas possible de déposer en tant que coordinateur un appel à projet SAPS, quel qu'il soit. Bien sûr. Voilà. Les enveloppes budgétaires sont-elles similaires en 2024 et 2025 selon les appels que nous allons reconduire? A priori, oui. Il n'y a pas de... on va revenir encore une fois sur les appels, on va dire, recherche participative, puisqu'on est quand même questionné sur, à la fois le fait que est-ce qu'on est au courant de la difficulté pour des acteurs de la société civile que émarger à 15 000 € pour on peut dire, monter et devenir bénéficiaire d'une aide à l'ANR. Alors oui, sachez qu'on est au courant que effectivement ces appels à projets, compte tenu, vous avez vu, de leur succès, des nombreux dépôts, nous ont montré qu'effectivement, on a compris que pour beaucoup d'acteurs, ce n'était pas évident de pouvoir émarger. Nous sommes en réflexion à l'ANR pour essayer de voir comment adapter au mieux ce plancher en fait, qui est de 15 000 et qui est parfois difficile à atteindre pour des structures qui n'ont pas forcément besoin d'autant pour être partenaires. Nous avons pris récemment un certain nombre de mesures en quelque sorte dérogatoires justement quand le problème s'est posé au moment de démarrage d'un certain projet. Mais nous allons devoir effectivement statuer de manière plus générale sur ce qui est pour nous admissible ou pas. Sans doute allons-nous abaisser à ce plancher encore un peu, mais enfin, c'est encore en discussion. En complément, des collègues nous font mention du fait que pour beaucoup d'associations, elles sont catégorisées comme entreprises, et effectivement, on est contraint par ce règlement financier qui finalement catégorise de manière assez binaire les différents acteurs avec lesquels nous devons finalement contractualiser. Et effectivement, les associations font partie, pour la plupart, de structures à coût complet, et qu'on comprend, mais c'est malheureusement les règles auxquelles nous devons nous contraindre aussi pour des raisons de conformité à la législation française et européenne. Ce ne sont pas des... L'ANR n'est pas... ça s'inscrit dans un cadre plus général. Comment devenir tiers-veilleur? Alors, bien ça, pour vous, c'est vraiment... On va vous renvoyer la balle, finalement, puisque les tiers-veilleurs sont quand même des acteurs, ou plutôt une entité qui est assez plurielle. Et finalement, c'est à vous, et vous l'avez vu, on a fait évoluer pour nous
la participation de celui-ci, on l'avait rendu obligatoire dans Recherche participative 1, on l'a rendu optionnel dans Recherche participative 2, mais c'est aux différentes équipes, quand ils pensent leur projet, aujourd'hui, et c'est ce qu'on va maintenir dans Recherche participative en 2024, de voir si de s'adjoindre les besoins d'un surveilleur est nécessaire ou pas au projet. Par contre, c'est à vous de vous mobiliser auprès de peut-être acteurs qui souhaiteraient déposer pour voir ce que vous pourrez leur apporter en complément pour pouvoir vraiment faire bénéficier le projet ou pas. Il faut savoir que quand même le tiers-veilleur n'est pas un élément de critériologie des appels à projets. Donc nous, à l'ANR, on ne regardera pas et ce n'est pas un élément d'attention particulier. Par contre, si vous êtes tiers-veilleur d'un projet, il faut que sa participation, évidemment, bénéficie dans son ensemble au projet et ne vienne pas, pour des raisons ou une autre, gréver de manière, on va dire, trop importante le coût des projets. Parce que, certes, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'engagements budgétaires sur ces appels à projets recherche participative. Il n'en demeure pas moins qu'une participation, je pourrais en prendre un exemple, recherche participative 2, un projet à 100 000 euros, le coût d'une prestation de service, parce que là, pour le coup, ce sera clairement une prestation de service, vient vite chiffrer et vient gréver une partie du budget alloué au projet, alors que, et il ne faut pas l'oublier, à l'ANR, nous finançons des projets de recherche et l'excellence scientifique, et l'idée est de financer au mieux les acteurs de la société civile d'un côté et évidemment les acteurs académiques de l'autre. Oui, alors en fait, ce qui va sans doute se passer pour recherche participative, je ne dis pas 3, mais la prochaine édition de recherche participative de type 1, c'est-à-dire ce que vous avez là, la ligne qui indique un partenaire dit tiers-veilleur doit être intégré au consortium, nous allons la faire sauter ou la rédiger autrement, c'est-à-dire comme nous l'avons fait pour recherche participative 2, c'est-à-dire rendre la présence du tiers-veilleur facultative, optionnelle. On la laisse à la discrétion du consortium. Donc ce n'est donc pas la présence ou l'absence d'un tiers-veilleur dans un consortium n'est pas un critère de qualité. En revanche, si vous intégrez un tiers-veilleur, il faut démontrer que ce que sera la valeur ajoutée, il faudra décrire ce que sera la valeur ajoutée, et je ne peux que renchérir sur ce qu'a dit Tristan. Il ne faut pas que ce soutien constitue une partie trop importante du budget dédié quand on a un projet, même quand on a 250 000 euros, ce qui sera probablement le cas. Voilà, il faut rester dans des limites raisonnables. Une précision sur recherche participative, plutôt à projets qui se destinent à des projets matures. Vous avez mentionné, Valérie, que ça se destine à des projets qui avaient déjà un financement. On ne précise pas que c'est un financement obligatoirement ANR. Ça peut être des projets qui existent par eux-mêmes, qui ont obtenu un financement par d'autres bailleurs et pour lesquels vous répondez à l'appel recherche participative. Donc, bien entendu, nous ne limitons pas le dépôt de ces projets à des projets uniquement ANR. Évidemment que c'est ouvert à toutes et tous, tant que vous répondez évidemment aux attendus de l'appel, à savoir des projets qui atteignent un certain niveau de maturité. Alors, attendez, j'essaie maintenant de reprendre le fil des questions. Y a-t-il une réflexion sur les prestations de services, donc, notamment le fait que les prestations de services sont encadrées à l'ANR dans le cadre du règlement financier? À ma connaissance, non. Il n'y a pas de réflexion pour qu'il y ait un dépassement de ces fameux 50% de l'aide allouée par bénéficiaire à la prestation de service. Les acteurs. Excusez-moi, il y a des questions qui sont longues. Alors, je vais la lire, ce sera plus simple. Dans les appels à projets recherche participative, vous mettez en avant une volonté de soutenir des projets démontrant une contribution forte des acteurs hors recherche à toutes les étapes des démarches de recherche. Certains projets en émergence peuvent être fondés sur une implication des acteurs de la société civile et l'une ou l'autre des étapes et non à toutes, avec une vocation d'implication plus forte dans une montée en puissance ultérieure.
est-ce rédhibitoire pour soumettre un projet à l'appel recherche participative type 2 ? Alors, je trouve que cette question est très, très bonne parce qu'elle permet effectivement. Là, nous avons. Alors, on va peut-être. Vincent, si vous en me donnez la main, je vais revenir sur le texte de l'appel recherche participative 2, donc pour des projets en émergence. C'est bon ? Merci. Voilà. En fait, quand on parle de l'émergence, c'est qu'on va jusqu'à imaginer que soient déposés des projets associant des acteurs académiques et non académiques qui vraiment n'ont jamais rien fait ensemble, qui se connaissent, qui ont envie de travailler, mais pour lesquels effectivement aucune action concrète n'a été réalisée. Leur connaissance mutuelle peut être assez faible. Prenons le risque de vraiment favoriser la rencontre et la connaissance mutuelle d'acteurs qui auraient envie de travailler sur une question commune, cette question n'étant pas forcément encore très bien définie. Donc c'est vraiment de l'émergence. Et pour répondre à la question, ce qui est souhaitable, c'est que le partenaire non académique, le partenaire société civile, ne soit pas traité d'emblée, ou placé d'emblée dans une situation, on va dire, subalterne. C'est ça qu'on veut éviter dès le départ. C'est que toutes les discussions sur la définition même de l'objet de recherche, et puis évidemment sur la méthode, mais déjà au départ, puisque ça émerge, c'est vraiment être de quoi parlons-nous, sur quoi allons-nous travailler, quel est l'objectif final, même si, eh bien, ces discussions doivent absolument intégrer les deux types d'acteurs. Après que l'investissement en temps soit différent à ce stade-là, ça ne nous gêne pas. Nous, ce que nous voulons, c'est en fait que le rapprochement fonctionne, que l'association démarre. Nous assumons parfaitement le risque que ça ne marche pas, mais le financement n'est donc pas très important, mais il est quand même suffisamment pour que vous puissiez, au terme de cette phase d'amorçage, décider de continuer ensemble et avoir fait vraiment des progrès importants dans la définition du projet de recherche à venir. Voilà, je pense qu'on ne peut pas en dire plus. Nous sommes très ouverts et très conscients aussi que les projets de recherche participative prennent du temps. On va parler un langage commun, il faut définir des objets de recherche communs et que chacun y va aussi un peu à son rythme. Voilà. Je pense qu'on peut donner une meilleure réponse. On est tellement conscient que ça prend du temps que, vous le voyez, c'est des appels qui deviennent récurrents et que pour ceux qui sont devenus lauréats pour de l'émergent il y a peu, pourront redéposer à d'autres appels recherche participative que nous allons prévoir en 2025, voire plus tard, mais ne pas oublier aussi que c'est des appels qui sont, selon leur niveau d'ambition, peuvent tout aussi bien répondre selon leur discipline ou thématique à des appels à projets génériques que, évidemment, l'ANR se fera un plaisir de recevoir dans les différents comités d'évaluation. Peut-être un autre point sur les tiers-veilleurs, comme ça, évidemment que les tiers-veilleurs peuvent être tout à fait bénévoles au projet, mais encore une fois, attention, si vous êtes bénévole, ça veut dire qu'évidemment, vous êtes partie prenante au projet et qu'il y aura un besoin de justification de la plus-value de votre participation au projet. Je ne doute pas que vous soyez en mesure de justifier cette plus-value, mais cet élément-là de bonne compréhension et de bonne entente entre l'équilibre des différents acteurs pour mener à bien un projet est un élément de critériologie et évidemment vu avec une grande attention par le comité d'évaluation. Valérie, je change juste d'appel à projet. Oui. On a été interrogé sur l'appel à projet expertise appui aux politiques publiques. Si on pouvait éventuellement donner plus de détails sur ce prochain appel qui sortira en 2024, par qui les projets peuvent-ils être portés, quels seront les financements, éventuellement les postes budgétaires. Donc on rentre vraiment dans le détail du projet, mais plutôt par qui les projets pourront-ils être portés.
Qu'est-ce qu'on sous-entend, qu'est-ce qu'on veut dire par expertise et appui aux politiques publiques? Nous attendons des projets de recherche, encore une fois, de recherche fondamentale, qui seront donc portés par des laboratoires de recherche. Bien sûr, les consortia pourront agréger d'autres types d'acteurs, pourquoi pas des collectivités ou qui sont parfois commanditaires d'un certain nombre d'expertises. Enfin, bon. Et nous sommes vraiment là, non pas dans ce que nous allons financer, ce ne sont pas des travaux d'expertise. Nous ne sommes pas là pour favoriser l'expertise sur le terrain. C'est une voie à laquelle nous réfléchissons également. C'est une autre piste, et ce serait un autre type d'appel. Nous voulons plutôt que se mobilisent les chercheurs, juristes, politistes, sociologues, historiens des sciences, philosophes des sciences, qui, et on sait qu'ils existent, qui travaillent sur ces questions-là, sur l'expertise scientifique entendue dans son acception la plus large. Mais on parle bien d'expertise scientifique en appui aux politiques publiques, c'est-à-dire en amont des politiques publiques, c'est-à-dire c'est une aide à la décision politique, à la décision publique. Il faut peut-être que nous tranchions ce point de manière définitive, mais a priori, nous excluons de l'appel ce qui est évaluation des politiques publiques, qui est un autre type d'expertise, mais qui n'est pas une aide à la décision. Alors, je fais là des distinctions qui peuvent être contestées ou contestables, mais nous essayons plutôt d'abonder un champ de recherche qui est assez vivant à l'étranger, en particulier au Canada, en Amérique du Nord. C'est pas une raison, mais nous savons qu'il existe des travaux aussi là-dessus. Nous aimerions savoir ce que les chercheurs français, voilà, comment ils se situent par rapport à ces réflexions-là. Et voilà, je pense avoir en partie répondu. Il est vrai que nous n'excluons pas la possibilité de financer dans un autre appel des travaux d'expertise ou au moins des états des lieux faits, des états de l'art faits par des scientifiques dans le cadre comment dirais-je, soit d'une commande publique pour aider à la décision précisément, faire des préconisations aux décideurs, etc. C'est une voie possible et elle ne sera pas retenue pour 2024. Deux questions sur la mobilisation des chercheurs. Est-ce qu'on reste sur une prévision de budget à 3 900 € par projet? Et en même temps, je la couple avec, est-ce qu'il y a un plafond sur les prestations de services? Alors, les 3 900 € par projet, vous les avez obtenus, c'est parce que tous les projets n'avaient pas été fléchés finalement par une tutelle. Et c'est pour ça qu'on avait pu remonter un petit peu finalement l'abondement que nous apportions par projet. Si tous les lauréats potentiels flèchent les projets, comme nous l'indiquons dans le texte de l'appel, c'était déjà le cas précédemment, c'est un abondement par projet à 2 500 €. Donc ça, on ne bouge pas là-dessus pour le moment. Et sur la possibilité des prestations de services, vous avez probablement remarqué que dans cette mobilisation des chercheurs, nous sommes hors règlement financier. C'est un argent, finalement, vous recevez cet argent. Nous vous demandons finalement dans le document de cadrage une certaine ventilation de cette aide budgétaire, parce que nous, ça nous permet de comprendre, ou du moins d'essayer de comprendre comment vous allez valoriser ces différents projets et à travers quelles actions vous allez le faire. Par contre, vous recevez cette aide uniquement à travers pardon, mais c'est une somme forfaitaire qui vous est donnée. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez en faire, entre guillemets, vous êtes censé respecter la ventilation budgétaire que vous avez indiquée dans le document de cadrage. Toutefois, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez plus de prestations de services, et donc là, effectivement, comme vous êtes hors règlement financier, vous pouvez aller au-delà des 50%.
là-dessus, on ne vous dira rien. Il n'y aura pas de réprimande de ma part, notamment sur le fait que vous dépassez les prestations de service. Les dépenses éligibles, elles concernent normalement les postes classiques de l'éligibilité des dépenses à l'ANR, donc à savoir potentiellement des frais de personnel, évidemment du recrutement, si c'est ça votre question, du matériel, et puis de la prestation de service, et j'imagine peut-être des frais de mission, si c'est ça ce à quoi vous voulez faire référence. Normalement, c'était des dernières questions sur mobilisation des chercheurs et on a balayé toutes les questions, mais n'hésitez pas à me renvoyer ou recopier les questions que vous avez pu poser dans le chat, parce qu'il y en a eu un certain nombre, mais on a dû tout couvrir jusqu'à présent. Il n'y a pas d'autres questions, Valérie, pour le moment. Il n'y a pas d'autres questions? Je pense que je n'ai oublié personne. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour répondre à votre question. Non, personne ne me répond non. Voilà. Très bien. Donc, très bien. Après, peut-être dire que je demeure au maximum à votre disposition. Ça dépend aussi de la mobilisation qui nous occupe en fonction des différents appels que nous devons ouvrir et potentiellement de l'impact qui nous est demandé de faire. Donc, on n'est pas forcément réactif tout de suite, mais on essaye de l'être un maximum. Alors voilà, on a d'autres questions qui arrivent. On sentait qu'on allait couper le lien. Alors, je demanderais peut-être dans les projets à APG, si les chercheurs prévus initialement ne peuvent plus s'impliquer, peut-on reporter le budget qu'on avait prévu pour lui ou celui d'un autre chercheur également prévu pour renforcer l'action dans laquelle il s'inscrit? Oui, c'est possible, mais c'est pas ce qui est attendu. C'est pas ce qui est attendu parce que. Et alors, quand le chercheur quand viendra le tour du chercheur remplaçant, je puis dire, aura été financé 2 fois. Enfin, là, on est. Donc, je pense qu'il faut vraiment que vous restiez dans le cadre de ce qui est demandé. Hein. Ouais. Visons des lauréats d'une année. S'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas, effectivement, s'engager dans une action de valorisation de communication, chaque année, on a des cas. Hein, Eh bien, l'établissement le dit honnêtement, je veux dire, parce que ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez remonter un document de cadrage qui décrit la politique de l'établissement en matière de SAPS et qui décrit aussi les actions qui vont être menées pour, globalement, hein, les lauréats, les projets qui sont concernés. Mais on attend aussi que vous remplissiez une annexe, un fichier Excel, qui contient la liste de tous les projets ciblés et que vous répondiez, vous disiez très clairement et très sincèrement, bien sûr, voilà, ceux-là sont d'accord pour, et donc recevons le financement, et les autres ne sont pas d'accord pour quelque raison que ce soit, et donc nous ne donnons pas, nous, le financement. Voilà, je crois que... Alors, voilà le cadre. Après, on a une question sur est-ce que le budget SAPS qui est sur l'ANR des chercheurs est-il en plus? Donc, j'imagine que vous faites référence à la mobilisation des chercheurs. La réponse est oui, il est en plus, parce que j'ai vu que vous avez complété votre demande par après, parce que vous dites que vous avez l'impression que les chercheurs ont l'impression plutôt que ça leur est prélevé de leur budget. Pas du tout. Non. C'est un abondement, donc ça vient s'ajouter à l'aide qu'ils ont déjà perçue dans le cadre de leur projet ANR classique. C'est vraiment là pour vraiment apporter, on va dire, un éclairage complémentaire à ces projets qui pourraient venir être valorisés dans le cadre d'une politique de site parce qu'il y a un besoin particulier sur une thématique et que c'est vraiment du plus. Voilà, oui, c'est pas en moins, c'est en plus. Alors surtout que, pourquoi avons-nous ciblé cela? Pourquoi donnons-nous cet abondement? C'est parce que la plupart du temps,
les projets lauréats de l'ANR ne prévoient pas de financement pour ce type d'action. Et on le comprend fort bien. Un chercheur tout seul qui essaie de valoriser son projet n'a pas forcément les ressources, ni financières, ni simplement humaines pour le faire. Donc, nous apportons un financement supplémentaire pour ceux, c'est une possibilité, tout le monde ne s'en saisit pas, mais elle n'impacte en aucun cas le budget qui a été donné par l'ANR à ces projets lauréats. C'est du plus, c'est un abondement supplémentaire. Enfin, un abondement, c'est... Donc effectivement, pour ceux qui ont déjà répondu à une campagne de mobilisation aux chercheurs, ce qui est attendu, c'est une mise à jour finalement de votre politique de site, de comment vous allez pouvoir mobiliser à nouveau finalement ces nouveaux projets qui viendraient intégrer votre stratégie. Donc on vous demande, vous le verrez, ce sera explicitement décrit, de venir nous démontrer ce que vont venir apporter ces projets en plus dans votre stratégie. C'est ce qui vous sera demandé, c'est ce qu'on attendra. On n'attend pas finalement un fléchage dédié à un projet, mais on vous demandera, vous le verrez finalement dans l'annexe au projet, finalement comment le projet que vous identifiez pourra être valorisé. On attend quand même que vous nous indiquiez où ou comment le projet existera dans une campagne d'ensemble de mobilisation de ces chercheurs. Oui, et je précise que, bien sûr, c'est du déclaratif, c'est-à-dire qu'à ce stade, peut-être ne savez-vous pas exactement comment le projet sera valorisé. On comprend parfaitement que les choses se concrétiseront, se décideront dans les prochains mois. Mais nous vous demandons aussi si vous avez, je parle des établissements, si vous avez été déjà bénéficiaire, et la plupart du temps c'est le cas, d'un abondement précédent, autrement dit pour les projets par exemple 2018-2019, vous avez déjà fait monter un document de cadrage, donc déjà reçu un abondement et donc déjà réalisé probablement les actions que vous aviez prévu de réaliser. Peut-être pas toutes parce qu'elles s'échelonnent dans le temps, mais voilà. Et donc ce que nous demandons en fait aux établissements qui ont déjà reçu ce type d'abondement, de nous faire un bilan rapide, mais là encore une fois précis néanmoins, de la manière dont cet amendement a été utilisé pour les lauréats de la APG des éditions précédentes. Donc en fait, voyez comment en fait, nous admettons très bien que pour le futur, vous ayez quelque chose puisse être annoncé de manière encore un peu imprécise, mais en revanche, la partie bilan, c'est-à-dire ce que vous avez déjà fait, qui peut pas être décrit très longuement, mais doit l'être avec une certaine précision, cela est attendu. Parce que nous n'avons pas... Enfin, ce que nous souhaitons, c'est nous aussi pouvoir, en fait, d'ici 1 ou 2 ans, dresser un bilan de l'action que nous menons avec ces financements supplémentaires. Et vous seuls pouvez nous renseigner justement sur ce que vous avez fait. Ça nous intéresse de voir avec qui vous travaillez, ça nous intéresse de voir comment les chercheurs répondent, si c'est suffisamment incitatif ou pas. Voilà, c'est l'esprit dans lequel nous demandons cela. Juste avant, ça me permettra de faire le lien avec une prochaine question. Effectivement, pour un projet qui avait déjà budgété une partie de valorisation dans son projet, s'il est identifié dans la lettre de cadrage la prochaine pour la APG, enfin la CSTI générique 21, effectivement, la tutelle percevra en plus 2500 € pour valoriser ce projet. Ça n'est pas exclusif. Ce n'est pas du tout exclusif. Mais comme vous parliez du bilan, Valérie, on a été questionné sur est-ce qu'on a déjà un petit peu pris de recul sur ce que nous avons déjà lancé depuis 2021. Est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan de nos appels à projets mobilisation des chercheurs les deux volets confondus. Ah oui, alors nous sommes tenus et désireux de faire ces bilans chaque année, de faire un bilan. Alors ce bilan, évidemment, il prend de l'ampleur le chemin faisant, puisque ce que nous avons surtout scruté jusqu'à maintenant, ce sont les projets déposés, la nature des consortia, le type d'acteurs,
notamment associatifs, enfin sociétés civiles qui sont présents au dépôt. Nous avons fait des enquêtes, enfin nous avons fait des statistiques de toutes sortes sur l'origine aussi, des origines géographiques, des projets, les établissements qui sont les plus mobilisés, etc. Tout ça, nous saurons le faire. Ce qui est encore, ce pourquoi il est encore un peu trop tôt, évidemment, ce sont les résultats issus de ces projets. C'est un peu tôt pour les avoir. Et donc, nous espérons qu'en 2025, nous pourrons déjà dresser un bilan assez consolidé, en tout cas des résultats issus des projets. Voilà. Oui. Bon, peut-être non, en complément, c'est que vous l'avez constaté dans la slide que vous a présentée Valérie, c'est qu'il y a une grande, on va dire, ferveur, voire engouement à répondre à ces appels SAPS dans leur ensemble, et à la fois du côté donc appel à projet, mais aussi du côté mobilisation des chercheurs, ce qui nous permet aussi de voir que ces appels-là répondent vraiment à un besoin, à la fois d'un besoin de science des chercheurs qui peut-être ne trouvaient pas une réponse à l'appel à projet générique. C'est un nouveau guichet qui s'est ouvert à vous et les dépôts l'ont montré, c'est conséquent. En même temps, ça permet aussi de voir qu'on arrive à toucher des territoires, qu'on arrive à toucher dans la APG, mais là de manière vraiment de manière plus importante, parce qu'on a vu beaucoup d'acteurs participer qui étaient un peu moins présents dans d'autres appels à projets. Et puis, la mobilisation des chercheurs amène aussi à voir qu'il y a une grosse participation des tutelles qui arrive à faire vivre ce lien science, recherche et société, finalement au plus près des acteurs académiques, chercheurs et citoyens à participer à ce besoin de science. Donc, en cela, on constate que ça répond en partie aux attendus de la loi de programmation. Une dernière question, avez-vous publié les projets mobilisation des chercheurs soutenus? Alors, si vous parlez de l'appel à projet, enfin, la mobilisation des chercheurs SAP CST générique 21, pas encore, ce sera probablement fin de semaine, voire début de semaine prochaine. En fait, le document de l'appel est en cours de signature. Oui. Donc, c'est vraiment imminent. Une question. Alors je vais la lire parce que la question est longue. Pour la AP générique, pour les chercheurs y répondu favorables de base, mais qui ensuite se désistent pour X raisons, comment justifions-nous la valorisation de leur projet suite à un refus après obtention du budget? Et pouvons-nous, dans ce cas, utiliser le budget restant pour d'autres chercheurs? Nécessairement, si vous l'aviez identifié, qui vous avez dit oui, et que pour X raisons, ce chercheur en question n'est plus présent, oui, de toute façon, l'argent, on ne vous fera pas un titre de recette dessus. Ce qui vous sera demandé, pour le coup, c'est que dans le rapport intermédiaire, je réponds en même temps à la question qui a été posée et rapport final, vous puissiez quand même le mentionner, que vous allez flécher cet argent qui était prévu initialement pour un projet X, que vous l'aviez intégré dans un autre, pour un autre projet. Bon, je voudrais préciser que votre attente aussi, un des objectifs de ce dispositif, mobilisation des chercheurs, c'est de faire venir les chercheurs vers la médiation et la communication. Évidemment, grâce à l'aide de professionnels dont c'est le métier. Mais je veux dire qu'un chercheur ne souhaite pas le faire, j'allais dire, chacun évidemment est libre de ce choix-là, mais je veux dire que le dispositif, il est comme là pour ça. C'est-à-dire qu'il faudrait, ce qu'on espère aussi, c'est que en interne aux établissements, tout soit fait pour que le cas que vous évoquez ne se présente pas ou pas trop souvent. Oui. On comprend bien aussi que que ça peut être aussi
enfin bon, bref, on voit bien que plus on a de lauréats, plus ça fait d'abondement. Si certains se désistent, eh bien, ce que les uns n'auront pas, eh bien, les autres l'auront, certes, mais en fait, le dispositif vertueux, il est quand même d'abord d'amener le maximum de chercheurs vers la conviction, la certitude que c'est bien pour eux, c'est bien pour leur recherche. Voilà. Donc, c'est ce que nous demandons aux établissements aussi, hein, de jouer ce rôle, et on ne doute pas qu'ils le fassent, mais voilà, nous adressons aussi aux chercheurs à travers vous, et toutes les expériences qui nous sont remontées et que nous voyons même nous-mêmes sur le terrain, parce que nous allons sur le terrain aussi, prouvent que c'est un dispositif vertueux et qui satisfait toutes les parties prenantes la plupart du temps. Enfin, il n'y a pas de... Ça marche bien. Voilà. Je reviens sur les projets de recherche participative. Il y a un collègue qui nous questionne sur le fait que nous ayons mentionné au tout début du webinaire que ces appels à projets manifestent une volonté de soutenir des projets de recherche participative avec une application dans les 6 à 12 mois après la fin de projet, une application directe. Des projets de recherche participative co-construits avec des partenaires de la société civile qui ne viseraient pas explicitement et ou rapidement la recherche de solutions, mais seulement l'acquisition de connaissances scientifiques nouvelles. Sont-ils éligibles aux appels recherche participative, donc type 1 ou type 2? Tout à fait. Ils le sont parce que nous visons des projets de recherche. Alors certes, recherche-action, comme nous l'avons défini, c'est la recherche de solutions avec une application dans les 6 à 18 mois, mais nous sommes ouverts également à des projets qui ciblerait l'acquisition de connaissances. Ce serait une première phase, en quelque sorte, du travail de recherche participative. Et puis après, la recherche de solutions viendrait peut-être, enfin, en tout cas, l'application de solutions issues de ces connaissances viendrait dans une deuxième phase. Je veux dire qu'on ne peut pas, a priori, refuser ce type de projet. Au contraire, puisque des fonctions de la recherche, c'est tout de même de la production de connaissances. Donc, et d'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre. Je veux dire que quand il y a recherche, une dimension applicative forte, une finalité applicative forte, nous l'avons dit dans les textes de l'appel, nous attendons aussi, nous espérons qu'il y aura des publications scientifiques et une diffusion des connaissances acquises par le biais de cette démarche-là aussi. Donc, oui, je vous réponds. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle, bien au contraire. Une question concerne le fait que pour les chercheurs et chercheuses qui ne sont pas dans une université avec un label SAPS, il reste difficile de financer les activités de médiation et de financer leur formation en médiation scientifique. Le financement dans le cadre des ANR génériques existants est une aide précieuse, mais que ponctuelle, ne permet pas de développer des activités de médiation. Et donc la collègue s'interroge sur le fait qu'il est nécessaire de pousser pour que chaque université obtienne un label SAPS. Pour finalement faciliter la formation à l'acculturation de ces chercheurs à une meilleure médiation aux activités scientifiques. Je pense que oui. Oui, effectivement. Est-ce que la participation de collègues plus motivés et de doctorants est acceptée tant que nous parlons bien de projets concernés? Ça dépend. Si vous pouvez préciser peut-être votre question. Plus motivé. Par rapport à quel appel ou quel est votre besoin? Quelle serait la motivée j'ai du mal à interpréter votre question. Peut-être préciser, c'est-à-dire que dans le cas où le chercheur ou le porteur de projet concerné ne veut pas, on le suppléerait par des collègues qui ne sont pas dans le projet en question, ou qui eux-mêmes ne sont pas lauréats de l'ANR, ou des doctorants, etc., qui suppléeraient. C'est un peu la même question que tout à l'heure, si nous la comprenons bien. La suppléance ne nous paraît pas être la solution souhaitée quand même. Donc le collègue peut-être précise, autrement on a balayé toutes les questions jusqu'à présent.
encore une fois, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions par ailleurs sur nos emails respectifs. Bon, je crois que on va pouvoir conclure. Conclure pour vous remercier de votre participation nombreuse à ce webinaire, dont nous espérons qu'il vous aura été utile. Nous aussi à vous dire qu'au bout de bientôt 3 ans de travail sur ce programme SAPS, de cette aventure SAPS, nous sommes ravis en fait d'avoir initié, d'avoir eu à initier ce programme qui nous permet de rencontrer des acteurs de terrain académiques et société civile très engagés, porteurs de projets véritablement innovants. Et voilà, nous sommes à votre disposition pour vous aider à avancer dans ce sens. Et n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas aussi à nous inviter chez vous pour voir ce que vous faites. Nous avons vraiment besoin de ces retours-là. Et à très bientôt, donc, dans le cadre des appels que nous allons lancer en 2024. Merci à très bientôt, merci beaucoup.